Des courses entraînantes, des musiques entêtantes et des options embêtantes, pour ne pas dire autre chose. C'est dans Jeu Culte qu'on va parler aujourd'hui et ça nous est raconté par Antistar. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de CQTJ. C'est quoi ton jeu, le podcast qui vous partage les souvenirs et anecdotes marquantes ou pas que mes invités ont vécu autour de la thématique du jeu. Je suis Joël, votre hôte le temps de cette émission et je suis ravi de vous accueillir pour ce 73e numéro. Il y a 2 semaines, on fêtait les 3 ans du podcast avec les souvenirs de Marine Labourie sur les Sims 4. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, n'hésitez pas un seul instant à vous laisser porter par la joie de vivre de Marine. Et cette semaine, on va placer l'épisode du jour sur le signe du renouveau. Alors, non pas en termes de structure d'épisode, celui-ci, ça changera pas, mais plutôt sur le renouveau saisonnier. Le printemps arrive dans quelques jours. Si vous me connaissez bien aussi, vous savez que je suis fan de Formule 1 et le championnat 2025 a débuté il y a 2 jours en Australie. Et pour faire écho à ce sport, on va pour la première fois dans l'histoire de ce podcast évoquer un jeu qu'il a déjà été. C'était il y a 2 ans, à la même période. C'était Donald Renew qui nous racontait ses souvenirs autour du célèbre jeu de cartes qu'on va évoquer. Et bien aujourd'hui, c'est plus qu'un passionné qui me fait le plaisir d'être parmi nous, membre des Nintendo Bros, mais aussi aficionados des plans de manette à 3. J'ai juste envie de te dire, salut Antistar, comment vas-tu? Bonjour, bonjour. Bah, merci beaucoup déjà pour l'invitation, c'est très gentil. Très belle intro. En plus, tu Ah, parles de merci. Formule 1, dont je suis un grand passionné aussi. Ah bah tiens, voilà. C'est parfait. C'est très amusant d'ailleurs que ce soit Donald Renew qui parle de Super Mario Kart parce que pour le coup, je savais même pas en fait, que c'était quelqu'un qui était fan de ce jeu et si je l'avais su, je l'aurais contacté beaucoup plus tôt pour lui parler de cette compétition et voir s'il y avait pas, un petit truc à faire. Ouais. Mais maintenant que tu me l'as dit, bah, je vais m'en occuper. Alors tu peux le faire. Je sais qu'on avait évoqué justement le Super Mario Kart sur Super Nintendo parce que c'est ce jeu, enfin il avait découvert la licence autour de celui-là. Puis après on a parlé des autres aussi qui ont suivi des licences plus récentes. Mais oui, oui, c'est un grand fan de Mario Kart, donc je pense, n'hésite pas. D'autant plus que, moi, il m'a été accessible, donc je pense qu'il pourrait te répondre sans trop de soucis. Clairement, surtout qu'en plus, on a un peu travaillé ensemble à l'époque, où j'étais à jeuxvideo.com. On en parlera un petit peu a après, parce que je suppose que tu voudras que je me présente, que j'explique un petit peu d'où je viens. Ouais. C'est une des très, très rares personnes dont j'ai cherché à avoir une dédicace une fois, en sachant que ce serait hyper simple vu qu'il bossait, dans des studios et des bureaux qui étaient juste à côté de moi. Ouais. Autant je connaissais, voilà, son appétence pour tout ce qui est course automobile, karting, ce genre de trucs, mais c'est vrai que sur Super Mario Kart, je continue d'apprendre des choses très positives sur cet homme, c'est très cool. Ouais, puis en plus, il a le cœur sur la main, c'est vraiment génial. Alors, c'est la première fois que tu viens dans l'émission, comme je fais toujours pour que mes auditeurs puissent, en apprendre un peu plus sur mes invités, je pose toujours la question: comment le jeu vidéo ou le jeu, de manière plus générale, est entré dans ta vie? Déjà, il est rentré très tôt puisque, c'est à l'âge de 6 ans que j'ai commencé à jouer à des jeux vidéo. C'était en 92, à l'époque, c'était sur OK. NES. La légende voudrait que ce soit sur Super Mario Bros, mais je peux pas en être 100 sûr. C'est 50 de chances que ce soit lui, 50 de chances que ce soit Gradius. Dans les 2 cas, c'est un de Ah ces ah. 2 jeux, ça c'est sûr et certain. Par contre, mon premier jeu vidéo à moi, c'est Super Mario Bros puisque j'ai une NES à Noël 92. Ouais. Je soupçonne un tout petit peu mes parents et surtout ma mère d'avoir acheté aussi un peu pour qu'ils y jouent et surtout elle. Puisque ma mère, clairement, était très curieuse, du jeu vidéo, quand mes parents m'ont offert ça. On a joué ensemble beaucoup quand j'étais gosse et elle a eu cette petite prétention d'être la première de nous 2 à finir Super Mario Bros et je me suis vengé après en disant: «Ouais, mais par contre, moi, je suis le premier à l'avoir fini avec Mario Feu». Ah ouais. Parce qu'elle avait fini avec Mini Mario et moi, j'ai réussi à finir avec Mario Feu après. Ah, c'est bien, Donc cette petite compétition familiale, je trouve que c'est super sympa. après, on n'a jamais vraiment fait de versus ou quoi que ce soit, sauf vite fait sur du Mario et Yoshi ou Docteur Mario, sur NES. Mais on a plutôt, en fait, joué à des jeux Ouais. ensemble, soit en se passant la manette de niveau en niveau, soit je jouais, elle me regardait jouer, tout ça. Par contre, c'est resté, c'est-à-dire qu'une fois que je suis parti de chez mes parents, ma mère s'est acheté les consoles que du coup on n'avait plus, Ouais. parce que, bah, forcément je suis parti avec mes consoles et mes jeux Eh ben oui. et ma mère, elle a sa propre petite collection de jeux et c'est un bonheur de faire la fête des mères, son anniversaire et Noël parce que j'ai toujours un truc à lui offrir sans avoir à me poser de questions. C'est ultra simple, ça sera quasiment 9 fois sur 10 sur du jeu vidéo. C'est vraiment génial d'avoir, une maman qui joue comme ça et sur lequel tu peux partager, et avoir grandi avec cette passion, c'est génial. Ah complètement, c'est une immense chance et puis, bah, ce qui est super, c'est de se dire, bah, en vieillissant, hein, disons les termes, tu vois, à l'époque, bon, bah, j'avais 6 ans, elle en avait 38. Aujourd'hui, j'en ai 38, elle en a 70. Ouais. À Noël, je lui ai offert Astrobot, par exemple, puisque je Ah lui avais ouais. offert une PS5 pour son anniversaire, avec mon père. On lui a fait un gros, gros cadeau
En fait, à un moment, j'ai eu peur que ma mère reste un peu bloquée aux vieux jeux Mario rétro, tout ça. Ouais, Sauf qu'un jour, elle m'a vu jouer à Uncharted et elle s'est rendue compte qu'en fait, bah, les jeux adultes, un peu plus, Peggy 16-18, un peu plus réalistes, en fait, ça pouvait beaucoup lui plaire du moment que c'était des univers qui lui donnaient envie. qui lui parlait, ouais. Et en fait, bah, elle a fait quand même beaucoup de jeux de ce genre-là. Excellent. On est limite plus en train de faire le portrait de ma mère que le mien, mais je Oui, suis grave. obligé de donner quand même un exemple qui est terrifiant. Ma mère fait partie, je pense, des rares personnes au monde qui ait fait les 100 de Breath of the Wild sur Wii U et sur Switch. Elle a fait 2 fois le jeu à 100 sur les 2 consoles. Ah, le respect est présent. Bravo madame. Voilà, donc elle doit avoir, quasiment 1000 heures au cumulé sur les 2 jeux. C'est trop bien. Tu l'as dit, toi, t'es parti de la maison avec tes consoles, mais bon, bien avant, après la NES, tu passes à la Super NES et donc du coup, tu découvres un florilège de jeux, dont Mario Kart. Ouais, assez rapidement. La NES, je l'ai eu à Noël 92. J'ai eu la Super NES le Noël d'après avec Super Mario World. Et le Noël suivant, en 94, j'ai eu Super Mario Kart, un jeu dont j'avais déjà eu vent parce que en fait, j'étais abonné au magazine Nintendo Player. Il Ouais. y avait une rubrique record dedans, il y avait des guides, des astuces sur le jeu. Comme pratiquement tous les petits garçons, j'ai envie de dire de mon âge, moi j'adorais jouer avec des petites voitures. Mmh. J'aimais bien l'idée que Mario, Luigi, Peach et compagnie, ils soient sur des petites voitures et qu'ils fassent la course. Ouais, carrément. Donc Super Mario Kart, c'était une idée de cadeau idéale pour moi. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai failli ne jamais rentrer dedans parce que quand j'ai commencé à y jouer à Noël 94, à mes 8 ans, j'étais ultra nul. Mais vraiment, Ah ouais? j'arrivais même pas à finir la Mario Circuit 1 de la Mushroom Cup, la toute première, en 50 cm3 dans les points. Ah ouais? J'étais nul. Et je conduisais n'importe comment. J'étais complètement nul. Ouais. À l'époque, je ne jouais quasiment que à l'autre jeu qu'on m'avait offert, qui était Mario Land 2 avec le Super Game Boy. Parce que ça, bon, bah, c'était un jeu de plateforme, c'était classique. D'accord. Et Super Mario Kart, l'intérêt est venu un petit peu après. Moi, j'ai découvert Mario Kart parce que j'aimais, comme tu dis, hein, les voitures de course. Pareil, j'étais un garçon qui jouait pas mal avec des petits circuits dans sa chambre et tout ça. Normal. Et le jeu, je le découvre un peu par hasard. Moi, j'étais pas abonné à des magazines ou autre chose. J'en feuilletais dans les librairies, mais alors je fais mon histoire très rapidement parce que c'est quand même C'est ton bon à épisode. savoir ça. J'ai découvert le jeu assez rapidement, je l'ai soudé pendant des années, mais comme je ne savais rien du jeu, ben j'ai tout découvert. C'est-à-dire que j'ai découvert le mode, la Special Cup alors qu'à la base elle n'apparaît pas, le mode 150 cm3 qui à la base est caché aussi, que tu le découvres dès que tu finis le mode 100 cm3 et à chaque fois c'était, mais en fait il y a ça qui est caché, c'est trop bien et d'aller toujours plus loin, essayer de toujours tout découvrir, c'était génial. Bref, Ah bah c'est un jeu qui est plein de petits mystères quand même, hein, malgré tout, même si c'est pas un jeu de plateforme avec une aventure et des trucs cachés, il a ses secrets, hein. et c'est ça. Te concernant donc, Super Mario Kart, comme tu dis, tu as commencé, tu étais pas ouf, on va dire, dessus. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as fini par y plonger dedans? Et puis voilà, puis je vais te laisser un petit peu me raconter, tes anecdotes parce que oui, tu en as plusieurs à nous raconter autour de ce jeu et pourquoi aujourd'hui il te marque encore. Alors déjà, en fait, ce qui est très marrant, c'est que Super Mario Kart, c'est un jeu avec lequel j'ai construit une relation qui n'a rien à voir avec mon profil de joueur. Il faut savoir que je suis vraiment un joueur très solo. OK, Je vais le dire cash, j'aime pas jouer avec les autres. Mais vraiment, c'est même pas en fait que je suis pas à l'aise, c'est que j'aime pas. Je suis quelqu'un qui aime les aventures solo. Même des jeux qui peuvent se faire en coop, je préfère y jouer tout seul. OK, J'ai beaucoup de mal en fait à rester concentré sur la présence d'un autre être humain à côté, entre guillemets, qui joue pas comme un bot. ouais, S'il s'agit de faire du versus, c'est un peu mieux dans le sens où bah, c'est moi contre quelqu'un d'autre, donc voilà, je laisse. Mais globalement, j'aime bien être un peu maître de mon aventure et pas avoir à devoir compter sur une autre présence humaine en même temps. OK, Super Mario Kart, c'est l'antithèse absolue de ce profil de joueur, dans le sens où c'est vraiment un jeu vidéo qui, même s'il a une dimension solo assez fascinante avec le contre-la-montre, est un jeu qui est pensé pour le multijoueur. oui, C'est aux yeux de beaucoup de gens le jeu qui a vraiment lancé le côté party game des jeux Nintendo, plus que tout autre. ouais, Et c'est un jeu qui, à l'époque, était considéré avec Street Fighter 2 comme le jeu multijoueur à 2 en versus par excellence. Et du coup, ce qui moi m'a fait me mettre justement à cette dimension multi, c'est que bah, mon meilleur pote de l'époque, donc je devais être en CM1 je crois, en 94, mmh, avait aussi une Super Nintendo. On avait joué à Mario World entre guillemets ensemble, mais je dis bien entre guillemets parce que c'est un jeu où finalement t'en as un qui joue Mario, l'autre Luigi, on alterne d'un niveau à l'autre. ouais, Mais on jouait jamais en même temps. ouais, ouais, c'est vrai. Et il avait Street Fighter 2, il avait Super Mario Kart et on a joué aux 2 jeux. Autant j'ai vite compris que voilà les jeux de baston c'était pas ma came. Autant Mario Kart, bah, ça m'a permis de progresser dessus, déjà de jouer avec quelqu'un en même temps, d'avoir une référence à affronter. Oui, Ça a développé un peu un esprit de compétition entre nous et j'ai appris ça que très tardivement parce que franchement je m'en rappelais pas. Mais ce pote d'école primaire, en fait, on s'est perdu de vue pendant 25 ans à peu près. ouais, Et en fait, de façon mais complètement improbable, c'est quand il m'a vu dans une émission, de Click TV, qu'il a vu mon nom, qu'il s'est dit: «Ça doit être lui», parce qu'en plus, il voyait que c'était une émission sur Mario, sur les 30 ans, les 35 ans de Mario. ouais, donc le lien il est vite fait, quoi. Voilà, il s'est dit: «Ouais, non, c'est lui». Il m'a contacté
Et donc on s'est reparlé, on a refait 25 ans de nos vies et c'est là qu'il m'a expliqué un truc dont j'avais pas souvenir, c'est qu'apparemment je lui mettais une misère absolue à Super Mario Kart, si bien qu'il avait arrêté de jouer contre moi parce que ça servait à rien. J'étais beaucoup trop fort par rapport à lui et c'est à cause de ça que je me suis mis à faire du contre-la-montre. Parce que du coup, le seul mec contre qui je jouais à Mario Kart, je lui mettais tellement la misère Oui. que, en fait, peut-être, alors je sais pas si c'est, une réputation qui s'était faite à l'école ou pas, je m'en souviens plus, mais en tout cas, il y avait aucune possibilité que je joue contre qui que ce soit à Mario Kart parce que visiblement ça servait à rien. D'accord. Donc je me suis, mis sur le contre-la-montre, j'ai commencé à regarder un peu les chronos qu'il y avait sur les records dans le magazine Nintendo Player et c'est vrai que ça m'a motivé à essayer de m'en rapprocher et pendant plusieurs années, en fait, je jouais à Mario Kart vraiment que en solo pour améliorer mes temps en contre-la-montre. Mais en n'ayant absolument aucune idée de Ouais. ce que pouvaient être les vrais meilleurs temps, des gens, en France et dans le Et monde. oui, il y avait pas internet et tout à l'époque, donc c'était plus compliqué déjà. Exactement. Il y a eu une petite coupure, alors bon, il y a eu, 4 ans à peu près entre 97 et 2001 où je jouais beaucoup moins sur console Nintendo, où j'avais ma phase ado boutonneux qui se mettait à la PlayStation et en plus, par souci, on va dire, de sociabiliser avec les ados de mon époque, tout ça. Ouais. Et puis j'ai eu internet et c'est c'est même pas un hasard parce qu'en fait, je pense que j'ai quand même été un peu le chercher via les forums de jeuxvideo.com où j'étais. J'ai vu qu'il y avait des gens qui jouaient toujours à Super Mario Kart et qui faisaient une compétition, qui faisaient un championnat de France, enfin qui projetaient d'organiser un championnat de France pour l'année 2002, OK. qu'il y avait, des classements mondiaux. Donc forcément, je me suis un peu documenté dessus. Bon, j'avais 15 ans à l'époque, hein, donc participer à un championnat qui en plus projetait d'être à l'autre bout de la France. Moi, j'étais à Orléans, le truc il était à Mont-de-Marsan, donc inutile de te dire que c'était pas prévu. J'avoue. Heu, Non, mais en plus, tu te dis, tu sais que tu as un certain c'est niveau, ça. tu as ça qui vient. Ça fait appel un peu à ta nostalgie de quand tu étais plus petit, donc ouais, ça te motive. Alors oui, sauf que j'ai vu les chronos des gens et je me suis dit: «Mais je suis nul, en fait». Ah ouais, à ce point-là? C'est-à-dire que je pensais avoir un bon niveau. Alors, c'est pas dans les plus mauvais, parce que le classement mondial qu'il y avait, je voyais bien que, on va dire que je sais pas combien de gens étaient inscrits sur ce site à l'époque, peut-être une petite centaine quand même, on remonte à 2001-2002. Mais ne serait-ce que sur Mario Circuit 1 où j'avais réussi à me rapprocher de la limite de, enfin ce que je pensais être la limite, la barre des 1 minute 2, je voyais des mecs qui tournaient déjà en 1:00,99 Ah ouais. et je voyais pas comment c'était possible. Non, il y a des mecs qui ont plus poncé le jeu que moi, qui ont passé peut-être beaucoup, beaucoup de temps dessus, j'en sais rien, mais du coup, je suis loin et encore, Mario Circuit 1, c'est le tracé qui était le plus joué du jeu et où les écarts sont les plus Oui. faibles. Sur d'autres circuits, j'avais 5 à 10 secondes de retard et je voyais pas où les récupérer ces secondes de retard. Je me disais: «Mais pourtant, j'ai l'impression de bien maîtriser les circuits, de bien les comprendre, tout ça». De fil en aiguille, j'ai été amené à discuter avec, une personne qui, est ma plus ancienne amie sur internet, qui était à l'époque une top joueuse de Super Mario Kart, Mmh. qui, m'a fait comprendre déjà ce que c'était que l'humilité. Parce que pour le coup, je pensais avoir des bons chronos et elle m'a vraiment remis à ma place, Ouais. mais qui m'a appris aussi où étaient justement mes lacunes, qu'est-ce que je pouvais améliorer et comment atteindre un niveau qui soit comparable finalement à celui des joueurs qui faisaient de la compétition. Et du coup, on s'est rencontrés IRL, on a Ouais. joué au jeu, je me suis pris ma branlée évidemment parce que c'était à prévoir, mais je me suis amélioré. J'ai commencé à comprendre tout un tas de choses. Ouais. Je me Ouais. suis trouvé des repères dans les classements en me disant: «Voilà, ce joueur-là, il a un niveau qui est un tout petit poil au-dessus du mien, je vois ses chronos, je vais essayer de les battre» et puis après j'essaie d'en trouver d'autres et ainsi de suite. On essaie de se fixer des paliers et en 2004, l'année de mes 18 ans, je me suis dit: «Bah, je vais participer au championnat de France». Parce que le championnat de France, il existait depuis 2002. La première donc itération avait lieu à Mont-de-Marsan, il y en avait eu un à Nancy en 2003 et il y en avait eu un à Grenoble en 2004. OK. Et donc je me suis pointé à cette compétition, vraiment en n'ayant aucune idée de quel serait mon niveau. Ouais, la fleur au fusil, quoi. Ouais, c'est ça et il s'est passé un truc très bizarre. Moi, j'avais jamais joué en multijoueur contre des joueurs vraiment ayant un esprit de compétition, à part mon meilleur pote quand on était gamin, mais ça comptait pas vraiment. Et donc, cette joueuse qui était, la meilleure française à Ouais. l'époque, hein, mais j'avais pas joué en fait contre des gens qui avaient un niveau, soit similaire au mien, à part un mec qui habitait à Tours qui comptait faire le championnat aussi, mais qui avait un niveau un peu en dessous du mien. Ouais. Sur le contre-la-montre, je savais que j'étais pas dégueulasse, dans le sens où je crois qu'à l'époque j'avais peut-être réussi, je dis bien peut-être, accrocher un top 20 mondial sur Rainbow Road qui était déjà ma piste de prédilection à l'époque. Mais le truc c'est que c'est en 2004, cette compétition, c'était la première année qu'on instaurait une compétition de contre-la-montre dedans. 2 premières éditions du championnat, c'était les 3 modes multijoueurs et le contre-la-montre, on considérait que ça n'avait pas sa place au championnat parce que c'était un mode un joueur, il n'y avait pas de côté compétitif. Ouais, au final, avec les temps, on peut quand même faire des classements et tout, donc C'est ça et surtout les organisateurs, ils étaient partis du principe qu'il y avait quand même un truc intéressant avec une compétition de contre-la-montre en live, c'est qu'il y aurait beaucoup plus de pression et que la réalité d'un classement basé sur des chronos qu'on fait chez soi, à la cool, dans le canapé, n'a pas forcément grand-chose à voir avec des classements
qui vont se baser sur un seul essai en live où bah, tu as la pression qui entre en ligne de compte. Le truc, c'est que personne n'avait jamais fait ça, de compétition de contre-la-montre sur Super Mario Kart. Et le concept, c'était tout le monde joue en même temps sur un seul circuit, avec un seul essai, et le plus mauvais temps est éliminé, et on passe à la course suivante. Et des courses dans un ordre aléatoire. Donc, fatalement, tu avais le risque qu'un joueur qui ait un très bon niveau prenne trop de risques, se crache en pleine course, et fasse le plus mauvais temps, et soit éliminé prématurément. Et le truc, c'est qu'une grosse partie, Oui. une très grosse partie des favoris ont quasiment tous dégagé en arrivant au top 8. À la fin, il restait beaucoup de joueurs un peu outsiders qui, certes, étaient des joueurs avec un niveau pas dégueulasse, mais qu'on voyait pas comme des favoris pour la médaille. Mon ami, qui était l'immense favorite pour gagner la médaille d'or dans ce mode, a fini 8e. Oui. Et c'était ma faute en plus. On avait des télés quasiment côte à côte. C'était sur Ghost Valley 3, donc un des circuits La Vallée Fantôme. Ah ouais. J'étais tombé au premier tour dans un des trous. Et comme elle était à côté, qu'elle m'a entendu tomber, elle s'est dit, ok, c'est lui qui sera éliminé, je peux prendre des risques. Oui. De toute façon, finir avant-dernier de chaque course, ça allait. T'étais repêché, entre guillemets, tu faisais quand même la suivante, vu que seul le plus mauvais temps sautait. Oui. Et en prenant trop de risques, elle est tombée 2 fois. Et ça a été le début d'une série où j'ai fait 6 fois de suite avant-dernier. Ah merde. Et je me suis retrouvé complètement, mais complètement par hasard, en finale. Waouh. Contre un joueur qui avait un meilleur niveau que moi, mais qui était clairement pas un des favoris. C'était un mec qui potentiellement pouvait briguer une médaille, mais il était plus, on va dire, 5e, 6e meilleur sur le papier. Ouais. Et moi, j'étais là, et entre guillemets, j'avais rien à foutre là, parce que, je veux dire, mon niveau, il était connu par rapport au classement que j'avais sur le site en ligne. Je devais pas faire mieux qu'un top 10-12, mais vraiment dans le meilleur des cas, tu vois. D'accord, ouais. Et donc, il y a cette finale où on est chacun à un bout de la pièce, on démarre en même temps et on a fini avec une demi-seconde d'écart. Malheureusement, c'est pas moi qui ai gagné, sinon l'histoire aurait été encore plus folle. Mais du coup, mon tout premier mode de jeu en cette compétition, je chope une médaille d'argent. Top, hein, c'est incroyable. Ouais, surtout que j'étais pas venu pour ça. Moi, j'étais venu en mode je veux rencontrer les gens, je veux voir à quoi ressemble le niveau, je vais essayer de pas être trop nul, mais je m'étais pas dit une seconde, je vais viser une médaille, tu vois. Même dans mes rêves des plus fous, j'y croyais pas. Et après ça, il y avait donc le mode match race, qui est le versus où on joue en 1v1 sur tous les circuits, mais sans les persos gérés par la console. Ouais. Et j'étais, bah, je pense que peut-être sur la lignée de ma bonne performance et peut-être un peu porté psychologiquement par L'événement, ouais. l'événement. Sur la phase de poule, je crois que j'ai fini 7e sur 24, un truc comme ça, avec juste 1 ou 2 défaites. Et je suis allé en quart de finale et j'ai même pas été ridicule. C'est-à-dire que c'était premier à 7, j'ai perdu 7-3, je crois, Ouais. contre un joueur qui a fini 3e du mode au final. Et du coup, au bout de 2 jours, j'étais 4e du classement général sur 24 joueurs. Ah, trop bien. Malheureusement, j'ai pas pu continuer parce que j'avais mon boulot étudiant et je pouvais faire que les 2 premiers modes de jeu. Ouais. Et je pense que de toute façon, sur le battle mode, auquel je ne jouais quasiment jamais, puisque c'est le seul mode où en fait, on peut vraiment pas s'entraîner en solo, et le Grand Prix que j'aimais pas trop, je savais que bon, il y avait des chances que je redescende. Ouais. Je reviens de l'événement en me disant, mais en fait, c'est trop bien. Et en plus, je suis peut-être meilleur que ce que je pensais. Donc forcément, je rempile pour l'année 2005. Et 2005 m'a un peu rappelé à la réalité. On était plus nombreux. Je m'étais vraiment pour le coup entraîné. J'avais pris le temps de beaucoup plus étudier comment ça se passait, tout ça. Ouais. Je m'étais un peu peut-être trop naïvement dit, je vais reviser la médaille en time trial. Finalement, j'ai fini 13e sur 28, donc c'était beaucoup moins bien. Ouais. Et le match race, j'ai refait un quart de finale. J'avais même réussi à finir invaincu en phase de poule. Donc je m'étais dit, ouais, il y a un truc. Je suis quand même pas mauvais à ce jeu. Je suis pas dans les meilleurs, mais je sais rivaliser avec eux. Je sais faire un coup de temps en temps. Si on accepte 2006 où bon, j'étais en plein déménagement, je venais de m'installer avec quelqu'un et j'avais un peu déconnecté avec le jeu, à partir de 2007, quand j'y suis revenu, j'ai vraiment joué avec l'intention d'améliorer mon niveau. Et en fait, j'ai commencé à avoir une véritable obsession qui est de devenir un des meilleurs du jeu. Et Je voulais pas le jouer pour faire de la figuration parce que j'avais eu une médaille dès mon oui. premier. Et tu voulais pas que ce soit un hasard, ouais, c'est C'est clair. ça, je voulais pas que ce soit un hasard, je voulais pas me dire je suis le mec qui a une médaille sur un immense coup de bol. Tu vois, bah, c'est intéressant que tu sois fan de Formule 1 parce que si t'es fan de Formule 1, tu vas comprendre l'analogie. Ouais. Kevin Magnussen, sur son tout premier Grand Prix de F1, il a fini 2e. Il a plus jamais fait un seul podium de sa C'est carrière vrai. et il a, je crois, juste 2 ou 3 5e places et c'est tout. Je voulais pas être le Kevin Magnussen de Super Mario Kart. C'est clair. Ça allait pas. Je vais te donner les 3 questions qui m'intéressent. C'est, déjà de 1, comment tu t'es retrouvé à faire les championnats du monde? Est-ce que c'est venu naturellement et tout ça? La deuxième question qui m'intéresse après, c'est est-ce que tu trouves toujours autant de plaisir à jouer à ce jeu avec des gens, on va dire, un peu plus ordinaires? Ouais. Et la troisième, c'est, bah, mine de rien, c'est quoi ton perso avec lequel tu joues? Parce que moi, par exemple, Mario Kart, c'est con, mais c'est Mario. Les autres persos, j'arrive pas. D'accord. Que ce Bah, soit les Donkey Kong ou les Toad, j'arrive pas. ah bah Mario, c'est le bon compromis, hein. C'est le personnage le plus équilibré qui soit. Et puis bah, je veux dire, c'est quand même lui qui est sur la jaquette, c'est lui qui donne son nom au jeu. C'est normal d'avoir envie de jouer avec lui, surtout qu'il est fait pour que tout le monde se sente à l'aise avec. Bah, ouais, oui. C'est le personnage par défaut qui est prévu pour ça. Voilà, donc c'est les 3 points que j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu. Ok. Je te rends la parole. Du coup, à partir de 2008, déjà, la compétition, elle s'internationalise. Et c'est vrai qu'à partir du moment où ce championnat de France qui avait lieu tous les ans, Ouais. bah, il était mine de rien suivi au niveau de ses résultats. Alors, il n'était pas streamé, hein, mais les résultats étaient publiés sur le forum et le site qui allait avec.
les meilleurs joueurs étrangers, qui étaient principalement des Britanniques, des Hollandais, quelques Allemands et une petite poignée, on va dire, d'Américains, US, Canada, Brésil. Ça les a intéressés et forcément, à un moment, il a fallu internationaliser cette compétition. C'est un moment où j'ai même pris moi-même des responsabilités au sein de l'association, d'abord en voulant organiser un championnat, puis carrément en reprenant les rênes de l'association qui gérait l'événement lorsque le président a décidé D'arrêter, ouais. de démissionner. Ok. Voilà. Et on va dire que sur la période 2008-2015, j'ai eu un investissement extrêmement élevé sur le jeu. Un investissement alors déjà hebdomadaire, c'est sûr et certain, mais même quasiment quotidien. En fait, à partir du moment où j'ai commencé à comprendre que j'avais le potentiel pour intégrer le top 10 mondial et peut-être faire des records de France, voire des records du monde, j'ai voulu aller au bout du délire. En fait, je me suis dit, ce serait quand même dommage, si j'ai le potentiel pour peut-être choper un record du monde sur un circuit spécifique, de pas voir si j'ai ce potentiel ailleurs, sur les autres circuits du jeu. Ouais, je comprends complètement. Ouais. À la base, j'étais vraiment obnubilé par Rainbow Road, parce que j'ai toujours trouvé que la Rainbow Road originale de Super Mario Kart, c'est un défi absolument fascinant. Je vais faire une nouvelle analogie avec la Formule 1, parce que ça, je la fais depuis 30 ans quasiment. Je considère que Rainbow Road sur Super Mario Kart, c'est l'équivalent du circuit de Monaco. Je savais que tu allais dire ça. C'est ça, tu n'as pas le droit à l'erreur en fait. La limite qu'il y a en bord de piste, tu peux pas la toucher, sinon c'est mort. Le circuit, il y a très peu de zones où tu peux, entre guillemets, te reposer, parce que le danger, il est quand même constant. Et voilà, c'est un circuit d'acrobate. Pour quelle raison est-ce que même gamin, j'étais à l'aise avec et que mes meilleurs chronos quand j'étais gosse, c'était Rainbow Road? J'en ai aucune foutue idée. Vraiment, ça, je suis pas capable d'expliquer. Ce qui est sûr, c'est que quand j'ai commencé à tryhard dessus, que j'ai d'abord eu mon premier top 5 mondial, puis tutoyé le record de France et un jour décroché pour la première fois un record du monde dessus, je me suis dit, je peux pas me limiter à ça. Il y avait quelques joueurs dans la communauté qui étaient des spécialistes vraiment dédiés à une seule piste et qui, sur le reste du jeu, étaient bons mais sans plus. Moi, je voulais pas. Je me dis, non, c'est dommage. Et il faut savoir que mon ami qui m'a vraiment formé sur le jeu, qui m'a aidé à en comprendre tous les rouages, Ouais. m'a dit extrêmement tôt que, selon elle, je pouvais un jour viser la place du numéro 1 mondial. Et moi, je la croyais pas. Je disais, mais tu dis de la merde, j'ai pas le niveau pour ça. Et le truc, c'est qu'en pratiquant, en me rendant compte finalement, en arrêtant de me fixer des limites, en me disant non, en fait, ce chrono, je comprends comment ils font, et ce qu'ils font, je sais le faire, je sais comment ça marche, je suis capable en fait de reproduire cette exécution manette en main. Donc ça a été une obsession à partir d'un moment, j'ai voulu vraiment améliorer mes chronos sur absolument tous les circuits. Et entre 2009, où j'ai eu mes premiers records du monde, et 2013, où j'ai atteint le stade de numéro 1 mondial, du coup j'ai progressé, un peu, Ouais. un peu au détriment d'autres loisirs par moment, parce que c'était quand même compliqué d'investir autant de temps dans un jeu qui était compétitif, dans le sens où il y avait des joueurs de très haut niveau qui toutes les semaines amélioraient leur chrono, et puis on se voyait, pour certains seulement une fois par an dans ce championnat du monde, mais pour d'autres on se voyait plusieurs fois par an, parce que la proximité géographique aidait à se faire des petits meetings. C'était vraiment une communauté active, vivante, et surtout une communauté quand même en très grande partie basée sur de l'entraide. C'est-à-dire qu'on a eu quelques personnes pas très en phase avec les valeurs de la communauté, qui d'ailleurs en ont été dégagées, mais globalement, les gens dans cette communauté, ils sont pas là pour dire non, non, je garde mes secrets pour moi, mes records du monde, je vous montre pas comment j'ai fait, je vous explique pas. Ouais, c'est vrai. En fait, les meilleurs joueurs du monde, ce qui les intéresse, c'est qu'on soit le plus nombreux possible à avoir un niveau intéressant. Que la compétition soit la plus dense possible et qu'il y ait le plus de personnes qui soient en mesure de s'améliorer. Et si elles n'arrivent pas à s'améliorer et qu'elles plafonnent et qu'elles ont un niveau soit faible, soit moyen, mais qu'elles prennent du plaisir à venir à l'événement, à affronter d'autres gens qui ont plus ou moins leur niveau, c'est pas grave. Et nous, c'est ce qui nous fait kiffer. Et au fil des années, on s'est rendu compte que la plus grosse force de cette communauté, c'était pas juste d'être un rassemblement de top joueurs Ouais, je vois ce que tu veux dire. qui avaient des records du monde et qui avaient décroché des médailles à travers les années, mais d'être un rassemblement diversifié en termes de profil de joueurs. C'est une commu très inclusive jusqu'à la question du niveau de jeu. Et on se retrouve aujourd'hui en 2025 avec une communauté qui maintenant existe depuis un quart de siècle et qui est représentée par des gens qui viennent de partout dans le monde. C'est un melting pot assez fascinant en fait, cette communauté Mario Kart, et c'est aussi pour ça que ça donne envie de continuer de participer. Même s'il y a un peu le côté c'est toujours les mêmes qui gagnent des médailles, ou presque, au final t'as rarement des surprises. Ouais, mais c'est l'aspect communautaire qui prévaut à ce niveau-là, quoi. C'est ça, t'as un aspect communautaire qui est très fort. Et même si quand t'as un gros niveau, que t'as l'habitude d'avoir régulièrement des médailles, que t'as eu des records du monde ou que t'en as encore, ce qui est mon cas, tu viens pas dans l'objectif uniquement de la compétition. Moi, j'y vais parce que je sais que j'ai encore le niveau pour l'instant pour aller chercher 1 ou 2 médailles par compétition, donc ça reste un objectif quand même qui est bien ancré dans ma tête. Ouais. Mais j'y vais pour l'aspect communautaire, j'y vais parce que c'est des potes que je vais voir, ou alors des gens que je ne connais pas forcément, et avec qui il y aura, il y a des rencontres intéressantes à faire, avec qui il y a creuser. Et puis, ce qui est fou, c'est de se dire que c'est des gens, c'est pratiquement leur priorité annuelle en termes de voyage et de vacances, tu vois. Oui, En 2024, par exemple, on a fait un événement pour la première fois au Japon. Là, en mars 2025, justement, on fait un championnat aux États-Unis.
championnat où participent des Européens, des Nord-Américains, un Brésilien, un Australien et des Japonais. Ah, c'est génial. Pour jouer à un jeu de 92. C'est tellement à part, et je connais pas de jeux vidéo rétro et même beaucoup de jeux vidéo modernes, en fait, qui offrent une telle dimension sociale, on va dire. Alors, moi, je dirais non plus, mais parce que Mario Kart, moi, m'a accompagné pendant des années et des années. Enfin, moi, celui sur la Super NES, j'ai dû y jouer une bonne quinzaine d'années facilement, Ouais. mais j'ai jamais vraiment eu envie de faire partie d'un championnat ou quoi que ce soit. Il y a juste une fois, j'avais participé à un championnat de France, c'était sur, la version Double Dash qui était sur GameCube, Ah où bah, j'avais terminé 3e, je crois, qui GG. était très bien déjà, hein. Mais ouais, Mario Kart, de tous les Mario Kart, c'est évidemment, c'est celui-là, moi, qui compte le plus parce que c'était un renouveau, c'était un déclic, c'était un émerveillement et du coup, on comprend bien que pour toi aussi, à travers, toute la communauté que tu as participé à créer autour de ce jeu, c'est juste incroyable. Ouais, c'est incroyable, puis je te dis, c'est sans commune mesure. Je joue aux jeux vidéo, très activement maintenant, on va dire depuis 30 ans, et pour avoir travaillé dedans, parce que finalement, c'est vrai qu'on n'est pas trop revenu sur mon parcours, mais c'est une anomalie complète dans tout ce que j'ai vu à travers le jeu vidéo, hein, Super Mario Kart. Et de te dire que tu es acteur de ça, tu dois avoir un sentiment de fierté qui est quand même assez grand. Oui, parce que comme des millions, je pense, de gamins dans le monde, j'ai commencé à jouer à des jeux vidéo en rêvant soit de travailler dedans, soit d'être un personnage de jeu vidéo, soit de vivre dans cet univers, Ouais. soit d'être super bon sur le jeu en question. Me dire, avec le recul, j'aime pas trop, tu vois, jouer les faux modestes à ce niveau-là. J'ai un palmarès qui parle pour moi. Factuellement, je sais qu'au sein d'une communauté qui expérimente le jeu depuis 20 ans, je suis reconnu comme un des joueurs, un des meilleurs joueurs de l'histoire du jeu. Et me dire, c'est probablement le jeu de mon enfance et j'ai la chance de l'avoir pratiqué de cette façon-là, à tel point qu'il y a des gens qui me reconnaissent comme étant un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce jeu. Ouais, on est sur un niveau de fierté que j'aurais pas cru ça étant gosse. Quand je battais mon meilleur pote et qu'on jouait ensemble, on s'était pas dit il y aurait des championnats un jour, tu vois. J'avoue que c'est génial. On m'aurait dit ça. Ouais, c'est clair, ça paraît tellement, improbable. Ouais, et puis même, tu vois, même dans la tête de l'adolescent que j'étais qui s'est mis à faire de la compétition dessus. Oui. À ce moment-là, je commence à rêver, entre guillemets, de gloire un peu, parce que quand t'es adolescent, le monde pour toi est un immense terrain de jeu à explorer, tu t'autorises tous les rêves les plus fous. Quand tu gagnes ta première médaille comme ça de ton tout premier event, tu te prends à rêver, tu te dis: «Waouh, je vais peut-être être super fort», et puis, bah, les compétitions te font réaliser que non, tu n'es pas si fort que ça, que ton talent seul ne suffira pas, que la chance, ça sera pas toujours là et qu'il faut bosser, qu'il faut t'entraîner, qu'il faut savoir être humble, qu'il faut apprendre des autres, qu'il faut les écouter, qu'il faut savoir perdre avec dignité aussi. Et je pense que dans cette communauté, tout le monde n'a pas toujours été capable de ça. Ceux qui sont toujours dans cette communauté, qui sont encore impliqués dedans 20 ans après, sont des gens qui ont eu cette capacité. Oui. T'en as qui étaient, et surtout dans les premières années, ils avaient pas le même esprit. C'était un état d'esprit, on va dire, un peu plus belliqueux, un peu plus mauvaise foi, c'était vraiment genre: «Je vais te rouler dessus», tu vois? Ouais, mais c'est pas des gens qui durent au sein de cette communauté-là, C'est de toute ça. façon. Et aujourd'hui, on a un esprit sportif. On est bien sûr là, avec l'objectif de donner le meilleur de nous-mêmes et potentiellement de gagner des trucs, mais il y a cet esprit, un peu l'esprit de Coubertin, quoi. Le côté le plus important, ça Mmh. reste de participer, ça reste d'être là pour l'expérience sociale, et si on peut gagner des trucs, bah, on va pas s'en priver. Bah, écoute, je trouve que c'est une très, très belle histoire. Je savais, hein, que tu, avais des performances au sein de Mario Kart, mais c'est vrai que là, en t'écoutant, je réalise quand même que c'est plus que des performances, c'est une empreinte que tu laisses dans ce jeu. De savoir que voilà, un jeu dont je n'ai pas contribué à la réalisation, mais dont je sais que j'ai contribué à l'évolution du niveau de jeu au fil des ans, ouais, ça, c'est ça la plus grande fierté est là, de me dire, j'ai passé 20 ans à faire de la compétition dessus. J'ai des gens, en fait, aujourd'hui dans cette communauté qui parfois, 10 ans après, me disent: «Tes vidéos font partie des raisons pour lesquelles je me suis mis à jouer». Ouais. Et ça me touche, tu vois? Bah, c'est ça, parce que de me dire, j'ai pas fait, entre guillemets, j'ai pas fait ça juste pour moi et juste pour ma gloire perso. Je l'ai aussi fait parce que visiblement ça a inspiré d'autres gens à qui ça a donné envie de jouer. On a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés, beaucoup de personnes qu'on connaissait pas, qui sont un peu arrivées de nulle part, qui sont bien meilleurs que d'autres personnes qu'on avait pu avoir historiquement avant dans la communauté. Bah, ces gens-là, en fait, ils nous ont connus grâce à cet historique de compétition. Ils sont contents, en fait, parce que eux, ils ont l'impression Bah, d'intégrer cette de famille, quoi. cohabiter. Ouais, d'intégrer cette famille. Puis ils ont ce côté, alors au début un peu les étoiles dans les yeux, en mode, je vais cohabiter avec les légendes du jeu, et puis finalement ces gens deviennent aussi eux-mêmes des légendes du jeu Ouais. indirectement, qui finissent même par nous dépasser, par moments. Alors, il faut pas s'imaginer qu'il y en a beaucoup qui ont réussi, hein, parce que le niveau de jeu de base est quand même très élevé, mais par contre, il y a quelques joueurs qui sont venus d'un peu nulle part et qui ont, tout de suite montré que, ouais, ils avaient quand même leur carte à jouer, et on a réussi quand même à avoir un petit renouvellement de génération. C'est génial. En termes de talent brut, les 2 joueurs encore actifs en compétition, c'est 2 vraiment vieux joueurs, hein. C'est un joueur qui, bah, c'est
le mec qui a fondé toute la communauté en 98, qui est toujours là, qui a 42 ans maintenant, et un Hollandais qui est, probablement, en termes de talent de pilotage pur, le meilleur joueur qui ait jamais eu dans cette communauté, qui a eu 40 ans, lui, en octobre dernier. Donc 2 grands anciens qui sont toujours là, qui ont toujours un niveau de fou. Mais c'est vrai qu'on a réussi à avoir des joueurs qui étaient complètement inconnus de la communauté il y a 10 ans. On savait même pas que ces gens existaient, on connaissait Ouais. pas leur nom, on savait pas qui ils étaient et qui aujourd'hui, sont capables d'aller chercher des médailles, voire des titres. C'est génial. Bravo en tout cas. Merci. Est-ce que maintenant, tu pourrais un petit peu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas et qui du coup aimeraient en savoir un peu plus sur toi? Oui, parce que je joue pas qu'à Mario Kart. D'ailleurs, j'y joue plus vraiment tant que ça, en fait, hein, c'est ça qui est rigolo. Mais aujourd'hui, en vrai, aujourd'hui, je suis plus trop connu pour ça, donc ça m'arrange. Je suis officiellement, on va dire, je me présente en tout cas comme journaliste indépendant, dans le sens où j'ai été journaliste chez jeuxvideo.com pendant quelques années, anciennement community manager chez jeuxvideo.com. Et donc je suis parti de jeuxvideo.com en Ouais. mai 2023 pour me mettre à mon compte, pour continuer à produire du contenu journalistique, à la fois dans des rubriques, gaming aussi, de médias qui sont pas forcément connotés gaming à la base, et également sur Twitch et sur YouTube. Avec une volonté qui m'est très personnelle, mais qui m'est chère, qui est de ne jamais rester trop un journaliste Ouais. et trop un créateur de contenu. Je veux essayer de faire une espèce de fusion entre les 2. C'est une espèce de, alors c'est peut-être une utopie, hein, mais je suis persuadé que journalisme et création de contenu, c'est 2 façons de voir le jeu vidéo qui sont différentes, mais qui peuvent travailler main dans la main, qui peuvent travailler efficacement ensemble. Ce que je veux, c'est produire du contenu avec une valeur, on va dire, un minimum analytique pour parler de l'information, sur le jeu vidéo, pour parler de l'actualité, en essayant d'y réfléchir un petit peu, pas juste de rapporter bêtement des faits. Faire quelque chose qui est trop carré, je vais pas dire pas assez fun parce que je trouve que la notion est pas si importante que ça, mais des trucs qui sont trop stricts, trop scolaires, je trouve pas ça fun, hein, je trouve pas ça intéressant. Ouais. Mais d'un autre côté, ce que la création de contenu implique, notamment, dans tout ce qu'on appelle l'entertainment, tout ça, je trouve que c'est artificiel, ça n'apporte pas grand-chose, il y a pas une grosse plus-value derrière, et moi je veux essayer de tirer le meilleur des 2 mondes. Le côté divertissant et fun, mais le côté informatif aussi en même temps, d'essayer de trouver le juste équilibre, ce qui est vraiment très compliqué, hein, on va pas se mentir. Ouais, oui, oui. Donc du coup, j'écris des articles, je fais des lives où je discute d'actualité, je fais des let's play aussi quand même, parce que malgré tout, c'est une chance d'avoir une audience qui vous suit sur Twitch pour arriver à jouer devant au moins une centaine de personnes, et c'est déjà un miracle, d'en être arrivé là. Ouais. Donc voilà, je veux parler de jeux vidéo de façon un minimum fun, mais aussi quand même un peu organisée, un peu analytique. Et surtout, je veux pas être labellisé ni trop d'un côté ni de l'autre. Je veux vraiment dire je suis un journaliste indépendant qui crée du contenu vidéo sur Twitch et YouTube. C'est très bien, mais d'ailleurs tu fais aussi pas que ça, parce que tu fais aussi du podcast. J'ai mentionné en intro, les Je fais des Nintendo podcasts, exactement. et également, ton podcast Manette à 3, Tout à qui est fait. très sympathique aussi. Alors officiellement, c'est le podcast de Sylvain Trinel, dont je suis un des 2 chroniqueurs avec Alvin. Ouais. Mais parce que bon, dire que c'est mon podcast, ce serait un peu Mais réducteur. voilà, on va dire. Ce serait réducteur pour Sylvain surtout. C'est un projet de Sylvain qui nous a proposé à Alvin et moi, en tant que 3 anciens collègues et amis de jeuxvideo.com, de faire notre petit podcast hebdo sur l'actualité du jeu Ouais. vidéo. C'est pareil pour les Nintendo Bros, c'est un projet de Ken à la base. Alors pourquoi quand je disais ça, c'est surtout, voilà, des podcasts où tu interviens, où on peut te retrouver si jamais Oui, on voilà, veut c'est ça. t'entendre, Historiquement, oui, je suis l'éternel bras droit de Ken sur ce projet-là, parce qu'on fait cette émission ensemble depuis, très longtemps. On l'a fait depuis tellement longtemps qu'on la faisait même sur une web TV, qui avant de s'appeler Le Stream, s'appelait JVTV, donc ouais, c'est vraiment un ouais, un c'est très vieux ça projet. date, hein. Mais oui, je fais du podcast aussi, j'aime beaucoup ça. De toute façon, moi, j'aime parler de jeux vidéo. Je pense avoir à peu près trouvé un équilibre dans ma façon d'en parler, sachant que, pareil, quand j'étais gamin, ça faisait partie de mes grands rêves. Je voulais être journaliste, c'était le métier qui me faisait rêver. Et je voulais soit être journaliste sportif, à commenter des grands prix de Formule 1 ou des matchs de foot, et ou alors être journaliste, qui écrit des tests de jeux vidéo, qui va se déplacer sur les salons, tout ça. Quelque part, c'est mission un peu accomplie directement, sauf qu'aujourd'hui, tu fais quelque chose qui te fait plaisir. C'est ça, et puis je considère que même si voilà, j'ai pas fait exactement ce que je voulais, je fais quelque chose qui est quand même tellement proche de ce dont je rêvais que je vais pas me plaindre. La quantité d'enfants qui rêvent de faire quelque chose dans leur vie et qui n'arrivent même pas, ne serait-ce qu'à effleurer ce rêve au final lorsqu'arrive l'âge adulte. Alors ils vont peut-être faire quelque chose Ouais. qui, à défaut de les faire rêver, leur convient, dans lequel ils arrivent à s'épanouir ou dans lequel en tout cas ils sont pas trop malheureux. Mais arriver à en rester un minimum proche, arriver à le tutoyer un peu, c'est déjà Oui. quelque chose de miraculeux. Oui, non, c'est Voilà. difficile, hein. Et parfois ton rêve, tu déchantes aussi parce que tu te rends compte qu'en fait ton rêve ça va pas. La presse jeux vidéo, j'ai compris que c'était pas un rêve du tout. J'ai une image de la presse spécialisée et du journalisme en général qui n'est pas très bonne en toute sincérité, hein, pour l'avoir côtoyé pendant plusieurs années, pour savoir à quel point c'est un milieu précaire, tout ça. Ouais. Je n'idéalise pas du tout le journalisme et surtout pire, je pense que le journalisme, alors à défaut d'être complètement perdu, il est pas en bonne forme du tout. Le Ouais, métier que je rêvais de faire étant gamin, j'ai tendance à considérer qu'il n'existe plus vraiment. Mais oui, je reste quand même conscient de la chance que j'ai de faire quelque chose qui
est suffisamment proche de ce dont je rêvais quand j'étais gosse. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part sur les réseaux? Bien sûr, mon pseudo Antistar, c'est un pseudo qui est souvent pris, c'est un peu chiant. Heureusement, sur les 2 réseaux où, en plus j'ai la chance d'être le plus suivi qui sont, Twitter, parce que oui, je dirais toujours Twitter, ça changera pas, et Twitch, ce sont 2 réseaux où on me retrouve avec le pseudo Antistar. J'ai aussi un Instagram dont je me sers n'importe comment parce que j'ai jamais compris comment on utilisait ce réseau correctement. J'ai un gros côté boomer. Enfin, tu me diras, Instagram, c'est un peu un réseau de boomer par certains côtés, mais vraiment, voilà, moi, au début, je voyais ça comme, trop cool, un flux d'infos où c'est que des photos et en fait, non, ça marche vraiment pas comme ça. J'ai l'impression qu'Instagram, en fait, si tu fais pas de reels ou de stories non-stop, ça marche pas. Sauf que moi, c'est pas ce que j'aime. Les formats vidéo, j'aime bien quand ces trucs sont un peu calibrés, qui sont Je comprends. qu'on a un minimum travaillé, et encore, sur YouTube, je propose des petites capsules de mes réacts sur l'actu, que je fais sur Twitch, mais c'est des trucs que j'éditorialise un peu Ouais, ouais, ouais. et sur YouTube, je suis sur YouTube, bien sûr. Alors, c'est très simple. YouTube, il y a tellement de handles différents que je comprends jamais avec lequel on me retrouve, mais vous tapez Antistar, vous cherchez de toute façon, je crois que ça va être la chaîne YouTube avec le pseudo Antistar qui a le plus d'abonnés. Actuellement, au moment où on enregistre cette émission, il y a 6 200 personnes dessus et si vous voyez une image avec un renard sur fond d'un soleil rouge, c'est moi, voilà. D'accord. Bah, écoute, très bien, tes réseaux, vous pourrez les retrouver dans les notes de l'émission du podcast. Pour ma part, bah, c'est pareil, hein, tout sera sur les notes, hein. Vous pourrez me retrouver également sur, Twitter, X, @joels82, Joel 3 fois la lettre S 82, sur le site cqtj.fr. Puis voilà, hein, bah, l'émission arrive sur sa fin, donc je te laisse conclure par un petit mot si tu le souhaites. Je vais volontairement, puisque je sais que cette émission sera diffusée après la compétition en question, je vais terminer en disant que je participe bientôt à un événement auquel je l'aurais participé quand vous en écouterez ce podcast, à savoir le championnat américain de Super Mario Kart qui se tient en Louisiane du 11 au 15 mars. Ouais. Et j'espère que quand vous l'écouterez, j'aurai réussi à maintenir la série de médailles que j'ai dans les compétitions du jeu sur le format NTSC, puisque pour l'instant j'ai fait 3 tournois sur ces versions américano-japonaises, et pour l'instant j'ai toujours eu une médaille minimum dedans, donc j'espère, quand vous m'écouterez, j'aurai préservé cette stat. Voilà. J'invite les auditeurs à l'instant où vous entendez ce message à aller, bah, sur le compte Twitter d'Antistar, vérifier, ce qu'il a fait ce week-end qui vient de se passer, s'il a eu sa médaille ou pas. Merci énormément pour cet échange autour de Mario Kart. Je suis un peu navré, je t'ai un peu sabré ta conversation, mais c'était vraiment très, très cool. Ah bah t'inquiète. Et écoute, je te souhaite vraiment, le meilleur pour la suite et je te dis à très, très vite, peut-être avec un autre jeu, pourquoi pas? Merci beaucoup. Il y a tellement de jeux dont j'ai envie de parler, hein. Avant cette émission, je t'en ai proposé un paquet. Ouais. Tu as retenu Super Mario Kart, et en vrai, c'était peut-être le meilleur à retenir en ce qui me concerne. En tout cas, c'était génial de partager ce moment avec toi, donc je te dis à très, très vite. À bientôt, merci beaucoup. Et quant à nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines, hein, pour un nouvel épisode. Alors d'ici là, hein, vous connaissez l'adage, jouez bien, profitez bien, mais surtout rappelez-vous qu'on a au moins un jeu, hein, qui nous a marqué. Et vous, c'était lequel?